On nous a appris à croire que la force est une armure, une muraille que nous construisons autour de nous, faite de dureté, de suppression d'émotions, d'un refus de montrer la moindre fragilité. Mais, et si cette armure, que nous nous efforçons tant de maintenir, était en réalité une prison qui nous rend plus fragiles? La vision de l'épigénétique, à travers des chercheurs comme Bruce Lipton, nous invite à repenser la force non pas comme une caractéristique morale, mais comme un état biologique. Une personne qui se perçoit comme fragile, qui vit dans un environnement intérieur de peur et de menace, programme ses propres cellules pour un état de stress chronique. Elle inonde son système de cortisol, ce qui la rend littéralement plus réactive et ébranlable. Cultiver la force intérieure, par conséquent, ne consiste pas à devenir plus dur. Il s'agit d'initier un processus de reprogrammation cellulaire à travers le changement radical de la perception que nous avons de nous-mêmes et de la vie. Cette reprogrammation cellulaire trouve son plus puissant allié dans la cohérence entre le cœur et le cerveau. Comme nous l'enseigne le Dr Joe Dispenza, une personne dotée d'une force véritablement inébranlable est quelqu'un qui a entraîné, consciemment ou inconsciemment, l'habileté de maintenir cette harmonie interne, même lorsque le monde extérieur est en chaos. Cette cohérence entre les pensées élevées du cerveau et les émotions élevées du cœur génère un champ électromagnétique puissant et ordonné. Ce champ agit comme un véritable bouclier énergétique, une signature de haute fréquence qui empêche la dissonance, la négativité et le drame de l'environnement d'ébranler son état intérieur. La force n'est pas une muraille qui t'isole, c'est une fréquence qui te rend souveraine. Et cela nous amène au grand paradoxe de la force, une vérité que beaucoup d'entre nous avons apprise de la manière la plus douloureuse. Pourquoi nos tentatives d'être fortes, en étant agressives, en réprimant nos larmes, en refusant de demander de l'aide, nous rendent-elles souvent au final plus fragiles et cassantes? La réponse, que nous allons explorer avec l'aide de la profonde sagesse de Carl Jung, est que la véritable force n'est pas rigide comme un mur de pierre, qui peut être abattu d'un seul coup bien placé. La véritable force est flexible, profonde et résiliente comme l'océan. Dans notre voyage d'aujourd'hui, nous allons plonger dans les 5 secrets de cette force élémentaire, en apprenant à devenir non pas la muraille qui résiste, mais l'océan qui accueille tout et que rien ne peut ébranler. Le premier secret de la force inébranlable est l'enracinement. Le point de départ de cette sagesse est la douleur que nous ressentons lorsque nous manquons d'un centre. C'est la sensation d'être une feuille au vent, constamment emportée et secouée par les opinions des autres, par les critiques d'un chef, par un commentaire passif-agressif ou par les circonstances imprévisibles de la vie. C'est l'épuisement de vivre sans un axe, sans un lieu intérieur où retourner quand le monde extérieur devient chaotique. C'est l'anxiété d'avoir sa paix et sa valeur dépendant toujours de ce qui se passe à l'extérieur, rendant sa stabilité émotionnelle otage de l'humeur et de la validation des autres. Souvent, nous commettons une erreur invisible en confondant la force avec une indépendance agressive et réactive. Nous croyons qu'être fort, c'est n'avoir besoin de personne, c'est s'isoler, c'est construire des murailles encore plus hautes. Mais ce n'est pas de la force, c'est de la peur. La véritable force ne vient pas du fait de se déconnecter du monde, mais de se connecter de la manière la plus profonde possible à sa propre terre, son corps, ses valeurs non négociables, sa vérité la plus intime. La force n'est pas de repousser le monde au loin, c'est de tirer son propre pouvoir vers son centre. La psychologie de Carl Jung nous offre une image puissante pour cela, le axe intérieur. Il nous enseigne que la force inébranlable vient de la culture d'un axe vertical qui nous traverse. Cet axe nous connecte vers le bas, avec la terre, notre réalité instinctive, notre corps, notre ombre, et vers le haut, avec le ciel, notre spiritualité, notre but, notre conscience la plus élevée. Une personne sans cet axe vertical bien établi vit sur le plan horizontal. Et sur le plan horizontal, elle est facilement déséquilibrée et poussée, d'un côté à l'autre, par les forces externes de la vie quotidienne. La femme qui cultive son axe intérieur peut même être secouée par le monde, mais elle n'est jamais renversée. L'invitation ici est à une pratique d'imagination incarnée, un rituel pour renforcer cet axe. Tous les matins, pendant seulement 3 minutes, avant que le monde ne commence à exiger votre attention, fermez les yeux et visualisez-vous comme un arbre robuste et ancien. Sentez, vraiment,
des racines poussées de la plante de vos pieds, pénétrant profondément dans la terre, s'agrippant aux rochers, extrayant stabilité, nourriture et une force silencieuse. Sentez votre corps comme un tronc ferme, mais non rigide. Sentez votre énergie monter à travers ce tronc et s'étendre par vos branches en direction du ciel, en quête de lumière. Pratiquez de sentir cette stabilité inébranlable dans votre corps. Pour sceller cette idée, nous apportons la métaphore du bambou. Dans de nombreuses cultures, le bambou est un symbole de la force la plus élevée. Sa force ne vient pas de la rigidité, comme celle d'un chêne qui peut être fendu en deux par la foudre. La force du bambou vient de la combinaison d'une flexibilité immense, avec un système de racines profond et interconnecté. Dans la pire des tempêtes, le bambou se courbe jusqu'au sol. Il cède, il s'abandonne au pouvoir du vent, mais il ne se brise pas. Et quand la tempête passe, il se redresse, intact. La force inébranlable n'est pas l'absence de courbure, c'est la présence de racines si profondes qu'elle vous donne la certitude que peu importe la force du vent, vous vous redresserez toujours. Une fois que nous avons trouvé nos racines, le deuxième secret de la force inébranlable nous invite à plonger dans nos propres eaux. Le point de départ ici est la peur panique que nous avons de nos propres émotions. C'est la croyance qui nous a été enseignée dès le plus jeune âge que ressentir de la tristesse, de la peur ou de la colère est un signe de faiblesse, un défaut à corriger le plus rapidement possible. Cette peur nous conduit à une répression constante, à un effort épuisant pour maintenir la surface de notre vie toujours calme et souriante. Mais les émotions sont de l'énergie, et l'énergie qui est réprimée ne disparaît pas. Elle s'accumule, crée une pression immense à notre intérieur et inévitablement finit en explosion ou en implosion qui nous semble complètement hors de notre contrôle. La psychologie nous offre un concept puissant pour transcender cette dynamique, la continence émotionnelle. Cela n'a rien à voir avec réprimer ou nier ce que l'on ressent. Au contraire, il s'agit de développer un récipient intérieur qui soit assez fort et vaste pour contenir et ressentir une émotion dans sa totalité, sans être complètement emporté par elle. C'est la capacité d'être l'observateur de la tempête, non la tempête elle-même. C'est permettre à la vague de colère ou de tristesse de vous traverser, en sentant toute sa force, mais en sachant dans votre centre le plus profond que vous n'êtes pas la vague. Vous êtes l'océan tout entier, et ici réside une des révélations les plus libératrices sur la force. La force n'est pas l'absence de douleur ou de peur, mais la capacité de ressentir la douleur et la peur sans se désintégrer. La femme que tout le monde admire pour sa force n'est pas celle qui n'est jamais ébranlée, qui est faite de pierre. C'est celle qui se permet d'être ébranlée, qui se permet d'être traversée par la vie dans toute son intensité, mais qui a cultivé une profondeur intérieure si vaste qu'aucune vague, aussi violente soit-elle, ne peut perturber le fond de sa mer. Sa force ne réside pas dans sa dureté, mais dans son immensité. Cela nous invite à briser le mythe selon lequel être fort, c'est être optimiste tout le temps, qu'il faut toujours vibrer haut. C'est une tyrannie qui nous rend malades. La force réelle implique le courage d'être honnête sur ses propres sentiments. C'est la bravoure de traverser les vallées sombres de l'âme, d'accueillir sa propre mélancolie, d'honorer son propre deuil, en sachant, avec une confiance qui naît de l'expérience, que vous avez la capacité d'émerger de l'autre côté, plus sage et plus complète. La force n'est pas d'éviter l'obscurité, c'est de faire confiance à sa capacité à y naviguer. La métaphore émotionnelle la plus pure pour ce secret est celle de l'océan profond. À la surface, l'océan est chaotique. Il est agité par les vents, les vagues et les tempêtes. La surface est notre quotidien, nos pensées, nos réactions émotionnelles. Mais si vous plongez de quelques mètres seulement, vous découvrirez qu'un calme, un silence et une paix imperturbables y règnent. La femme qui cultive la force intérieure apprend à vivre à partir de cette profondeur sereine. Elle permet aux émotions, aux vagues, de se produire à la surface, sans résistance. Mais elle n'oublie jamais que sa véritable identité, son noyau, reste calme, vaste et inébranlable dans les profondeurs silencieuses de son être. Une fois que nous avons appris à avoir la flexibilité enracinée d'un arbre et la profondeur accueillante d'un océan, nous découvrons le troisième secret de la force, la fermeté de la montagne. Le point de départ ici est la douleur que nous ressentons lorsque notre espace intérieur est constamment envahi.
C'est la sensation d'être énergétiquement drainé, d'avoir son temps et sa volonté bafoués, parce que vous n'arrivez pas à dire le mot le plus simple et le plus puissant. Non, c'est le ressentiment silencieux qui grandit à chaque service que vous rendez contre votre volonté, à chaque invitation que vous acceptez par obligation, tout cela par une peur profonde d'entrer en conflit ou d'être rejeté si vous osez protéger votre propre espace. Nous vivons sous le charme d'une erreur invisible, la croyance que poser des limites, c'est comme construire des murs qui nous isolent du monde. Mais des limites saines ne sont pas des murs, ce sont des portails. Un mur est construit à partir de la peur et exclut tout et tout le monde. Un portail est construit à partir de l'amour-propre et du respect. Il ne t'isole pas du monde. Il te donne la souveraineté et le pouvoir de décider consciemment qui et ce que tu autorises à entrer dans ton espace sacré. Les limites ne visent pas à éloigner les autres, elles visent à s'honorer soi-même. Et ici réside une rupture d'attente qui peut révolutionner votre paix d'esprit. Une limite claire, ferme et exprimée avec calme ne génère pas la guerre, elle génère le respect. En démontrant par vos actions et vos refus que vous valorisez votre propre temps et votre propre énergie, vous enseignez silencieusement aux autres comment ils doivent vous traiter. L'absence de limite, en revanche, est une invitation silencieuse et inconsciente au manque de respect. Les personnes qui vous valorisent vraiment respecteront vos portails. Celles qui étaient seulement intéressées à explorer votre jardin s'éloigneront. Vos limites sont votre filtre le plus efficace. La pratique de cette force se révèle dans l'énergie que nous mettons dans notre refus. La force ne réside pas dans une longue et détaillée justification qui en réalité signale notre culpabilité et ouvre la porte à la négociation. La force réside dans le calme et la finalité de votre énergie lorsque vous refusez. C'est l'art de dire « merci d'avoir pensé à moi, mais cela ne me convient pas » et de permettre à la phrase de se terminer là sans rien ajouter de plus. C'est de mettre un point final là où il y avait autrefois une virgule d'excuse. Votre calme, en soutenant le silence après le non, est ce qui communique votre force inébranlable. La métaphore symbolique la plus puissante pour ce secret est celle de la montagne. Une montagne ne se justifie pas. Elle ne s'excuse pas d'être escarpée, rocheuse ou d'être sur le chemin. Sa simple présence silencieuse et imposante définit ses propres limites. Les gens comprennent, sans qu'un mot ne soit nécessaire, qu'on ne peut pas déplacer une montagne. Ils s'y adaptent. Sa force ne réside pas dans ce qu'elle dit, mais dans ce qu'elle est simplement. La femme qui cultive la force intérieure apprend à incarner cette présence. Ces noms acquièrent le poids et la dignité silencieuse d'une montagne. Une fois que nous nous sommes enracinés comme l'arbre, vastes comme l'océan et fermes comme la montagne, nous découvrons le quatrième secret de la force, le feu intérieur. Le point de départ de ce voyage est la douleur paralysante de notre propre pouvoir. C'est le syndrome de la gentille fille, la programmation profonde qui nous a appris à réprimer notre colère, notre ambition et notre assertivité pour être aimés et acceptés. C'est la peur d'être perçue comme difficile, agressive ou trop intense. Cette peur nous conduit à enfermer notre force vitale dans une cage, nous laissant avec un sentiment interne de frustration, d'impuissance et d'une vie vécue à moitié, juste pour maintenir l'image de celles qui sont gentilles. La sagesse de Carl Jung nous offre un chemin pour revendiquer ce pouvoir, en voyant notre ombre comme une alliée. Jung a enseigné que notre ombre, ces parties de nous que nous craignons et réprimons, contient une énergie immense et vitale. Votre colère, que vous avez appris à ravaler, contient le feu pur nécessaire pour protéger vos limites et pour dire « ça suffit ». Votre ambition, que vous avez appris à diminuer pour ne pas intimider les autres, contient la force motrice pour créer la vie que vous désirez vraiment. La force inébranlable ne vient pas de tuer cette bête intérieure, mais d'avoir le courage de la regarder dans les yeux, de la domestiquer et d'apprendre à utiliser son feu à votre avantage. Et ici réside une révélation puissante. La femme que le monde admire pour sa force n'est pas la gentille fille, mais la femme entière. C'est la femme qui a fait la paix avec son feu intérieur. Elle n'a pas peur de sa propre intensité et par conséquent, personne ne peut l'utiliser contre elle. Personne ne peut la manipuler par la culpabilité d'être trop intense, car elle s'est déjà donné la permission d'être exactement qui elle est. Sa force ne réside pas dans l'absence d'obscurité, mais dans le courage d'avoir intégré cette obscurité comme partie de son pouvoir total.
Il est crucial de comprendre qu'intégrer l'ombre n'est pas avoir la permission de devenir toxique. Intégrer la colère ne consiste pas à crier sur les gens ou à devenir réactive. C'est le contraire. C'est sentir l'énergie chaude de la colère monter dans votre corps et, au lieu d'exploser ou d'imploser, avoir la capacité de respirer et de canaliser cette énergie vers une action assertive et transformatrice. C'est utiliser le feu de la colère pour avoir cette conversation difficile avec calme et fermeté, pour prendre une décision qui change votre vie, pour protéger férocement ce que vous aimez. C'est devenir la maîtresse du feu, non sa victime. La métaphore émotionnelle la plus précise pour ce processus est celle de la forge. Une épée légendaire, de celles qui sont incassables, n'est pas fabriquée dans un environnement froid et contrôlé. Elle est faite d'un morceau d'acier qui est porté à la chaleur extrême du feu, jusqu'à devenir rougeoyant. Elle est pliée, martelée, et remise au feu encore et encore. C'est ce processus violent et intense qui aligne ces molécules et lui donne une force que l'acier froid ne pourrait jamais avoir. Votre ombre, avec ses émotions intenses, est votre forge personnelle. En y entrant consciemment, en supportant la chaleur de vous permettre de ressentir, vous n'êtes pas détruite. Vous êtes trempée. Vous transformez vos parties les plus redoutées en votre plus grande et plus inébranlable source de pouvoir. Après nous être enracinés dans la terre, avoir plongé dans l'océan, nous être affermis comme la montagne et nous être trempés dans le feu, nous arrivons au cinquième et dernier secret de la force, la lumière du soleil. Le point de départ de cette découverte est la douleur de la bascule émotionnelle sur laquelle nous vivons lorsque nous dépendons de la validation externe. C'est l'expérience de se sentir forte, précieuse et brillante quand on est loué, mais de se sentir fragile, inutile et invisible quand on est critiqué, ou, pire, ignoré. C'est l'épuisement de remettre le pouvoir sur sa propre valeur entre les mains du monde, vivant dans des montagnes russes d'émotions qui sont contrôlées par les opinions et l'humeur des autres. La psychologie humaniste nous offre un nom pour sortir de cette prison, le développement d'un locus d'évaluation interne. Cela signifie simplement déplacer le tribunal qui juge votre valeur de l'extérieur vers l'intérieur. C'est le processus de progressivement se détacher du besoin de l'approbation des parents, des partenaires, des amis et de la société, et de devenir la principale et souveraine autorité sur son propre mérite, sa propre beauté et sa propre force. Ce n'est pas un acte d'arrogance, mais le plus profond acte d'autoresponsabilité. Et ici, une rupture d'attente peut sembler paradoxale, mais c'est une loi énergétique fondamentale. L'admiration que vous cherchez tant chez les autres ne viendra de manière constante et véritable que lorsqu'elle ne vous sera plus nécessaire. L'énergie du besoin, aussi subtile soit-elle, repousse. L'énergie de l'autosuffisance, le calme de celle qui se sent déjà complète et validée par elle-même, est la plus magnétique de toutes. Les gens sont inconsciemment attirés par une source d'énergie, non par un vide. Ils sont attirés par celle qui se sent déjà entière. L'invitation ici est que vous deveniez le principal témoin de votre propre vie à travers un rituel d'autonomination. À la fin de chaque journée, dans un moment de silence, l'invitation est que vous vous placiez devant le miroir de votre propre conscience et que vous deveniez la personne qui nomme et valide vos propres qualités et vos propres efforts. C'est de regarder à l'intérieur et de dire « Aujourd'hui, moi, votre nom. J'ai été courageuse quand j'ai eu cette conversation difficile. Aujourd'hui, j'ai été douce avec moi-même quand je me suis permis de me reposer. » C'est l'acte de cesser d'attendre que le monde vous donne un diplôme de valeur et de commencer à signer le vôtre tous les jours. La métaphore finale pour cette force souveraine est celle du soleil. Le soleil n'a pas besoin que les planètes l'applaudissent pour continuer à briller. Il ne vérifie pas si la Terre admire son lever ou son coucher. Il ne brille pas pour être vu. Il brille parce que c'est sa nature. Sa source d'énergie, de lumière et de chaleur est entièrement interne, née des fusions nucléaires qui se produisent dans son propre noyau. La femme qui cultive une force véritablement inébranlable est celle qui a cessé de vivre comme une lune, dépendant de la lumière d'un soleil externe pour se sentir brillante, et a décidé, à travers son voyage intérieur, de devenir son propre soleil. À la fin de notre voyage à travers les 5 secrets de la force, nous arrivons au cœur d'où émane toute la véritable force. La force enracinée de l'arbre, la profondeur de l'océan, la fermeté de la montagne, l'énergie du feu
et la souveraineté du soleil ne sont pas des qualités séparées que vous devez acquérir. Elles sont toutes des facettes d'un même diamant, des reflets d'un unique noyau indestructible. Dans la sagesse de Carl Jung, la force inébranlable n'est pas quelque chose que vous construisez, mais quelque chose que vous découvrez en vous dépouillant de tout ce que vous n'êtes pas. C'est le résultat du processus d'individuation où, en intégrant les diverses parties de vous-même, vous permettez enfin à votre soi, votre centre archétypique de totalité et d'ordre, de prendre sa juste place en tant qu'axe de votre psyché. Ce soi, ce noyau silencieux, trouve son expression la plus pure dans la conscience du « je suis », comme nous l'enseignerait le mystique Neville Goddard. La force suprême vient de, progressivement, nous désidentifier des états passagers de notre vie. Vous n'êtes pas votre tristesse, vous n'êtes pas votre peur, vous n'êtes pas votre succès ou votre échec. Ce sont les vagues, les nuages, les saisons. Votre véritable identité est la conscience, silencieuse et immuable, qui témoigne de tout cela. Vous n'êtes pas la vague, vous êtes l'océan. En apprenant à reposer dans cette conscience du « je suis », rien ne peut vraiment vous ébranler, car vous devenez le témoin serein derrière toute expérience. Et ainsi ce voyage se termine par une invitation finale, une question pour que votre âme l'emporte avec elle dans son silence. Quelle est l'armure que vous avez portée pour paraître forte, mais qui, en réalité, vous empêche d'accéder à votre force véritable, que ce soit l'armure de la perfection, celle de la gentille fille, celle de la dureté ou celle de l'autosuffisance agressive, et quel serait le premier petit et doux pas que vous pourriez faire aujourd'hui, non pas pour attaquer cette armure, mais pour commencer à la relâcher avec amour et à faire confiance à la force qui existe en dessous. Pour sceller notre temps ensemble, je laisse une métaphore de clôture. Cessez d'essayer de construire une digue pour contenir le fleuve de la vie. C'est un travail épuisant, une lutte constante contre le courant, un effort voué à l'échec, car la vie trouve toujours un chemin. Au lieu de cela, l'invitation est que vous deveniez le lit même du fleuve, profond, solide et avec des contours bien définis. Car lorsque vous devenez le lit, peu importe la force du courant, il ne vous détruit pas. Il coule en vous, nourrissant votre voyage, polissant vos pierres et suivant, avec but et grâce, les contours que votre propre essence a déterminés.